Europe 1 présente Petit stream entre amis, bonsoir. Nous recevons ce soir Grégory Dorcel, directeur général des vidéos Marc Dorcel. Marc Dorcel, c'est son papa, le fondateur de l'entreprise. Marc Dorcel, c'est certes une boîte de films X, mais c'est surtout une PME française qui a vite compris que son avenir se jouait aussi sur Internet, surtout sur Internet. En 2002, Dorcel crée le premier service français de VOD et poursuit depuis sa croissance sur le net en se diversifiant tous azimuts. On est loin de la cassette VHS de la fin des années 70. On est aussi loin du porno de Canal+ le samedi soir. Avec Grégory Dorcel, on parlera du X 2.0. Son entreprise est très active sur les réseaux sociaux. On parlera du sexe online et on parlera aussi de la responsabilité sociale du chef d'entreprise qu'est Grégory Dorcel. Bonsoir Grégory Dorcel. Bonsoir. Pour vous interroger, Grégory Dorcel, Natacha Kester-Séméon du site Mémoire Vive. Bonsoir Natacha. Et Jonathan Boucher-Petersen d'Europe 1 Soir. Je vous rappelle le principe de l'émission. Elle est diffusée en streaming sur europe1.fr. Vous pouvez la voir ensuite sur Dailymotion, sur europe1.fr. Mais pendant qu'elle est diffusée en streaming, donc en direct, vous pouvez tweeter, facebooker et on posera vos questions ou on fera part de vos réactions à Grégory Dorcel. Alors, on est ravis de vous avoir. Vous êtes le premier invité de cette année 2011. Tous nos vœux. À vous aussi, très bonne année. On ne vous souhaite pas des vœux de réussite, on ne va pas prendre parti. Mais quand même, il s'est passé quelque chose en 30 ans. Entre l'entreprise qu'a créée votre papa et ces fameuses cassettes V. Je parle de cachettes, mais je fais un beau lapsus parce que je devais sans doute les planquer à la maison quand j'étais plus jeune. En fait, qu'est-ce qui s'est passé en 30 ans? Est-ce que vous avez changé de métier ou est-ce que vous faites toujours le même métier? Fondamentalement, on fait toujours le même métier. Le métier de Marc Dorcel, c'est de proposer un sexe qui soit luxueux, qui soit ludique, qui soit accessible à un grand public, sans tabou et sans gêne, et qui soit surtout synonyme de plaisir. Et ensuite, ce sont les médias qui ont évolué. C'est vrai qu'au début, alors Marc Dorcel est né juste après la salle de cinéma, donc au travers la VHS qui se consommait à domicile. Et puis on est parti sur le DVD, sur le CD-ROM, sur les différentes interactivités, sur Internet, la VOD, la télé, puisque nous avons une chaîne pan-européenne, le magazine, la VOD et tout dernièrement la 3D. Voilà. Est-ce que vous avez fait un peu comme les industries du disque qui ont été obligées de se diversifier avec concerts, produits dérivés, sites internet, canaux de distribution classiques, etc. Très franchement, pour nous, c'est pas une obligation en tant que telle, c'est un vrai plaisir. Et puis, on a vraiment vocation à explorer tous les nouveaux médias. La société est née, mon père a créé cette société après avoir été éditeur de bouquins, de livres, d'abord avec uniquement du texte, puis du texte avec des photos. Dans la fesse ou dans un autre Exactement, secteur? dans la fesse. Il s'est mis à la vidéo et à la VHS et ça a été l'un des premiers à tourner en Europe directement avec une caméra vidéo. Donc c'était déjà, la société est née sur une innovation et puis cette innovation ensuite on a continué et exploré encore une fois tous les nouveaux médias. Alors parlons un peu de vous parce qu'on connaît votre père qui est une espèce d'icône ou de pape du X. On connaît moins le fils qui ressemble à un banquier ou un directeur du marketing. Enfin bon, il n'y a pas de tête à faire du X, mais quand même. Comment vous êtes rentré dans ce métier? Qu'est-ce qui vous en a donné l'envie? Quand est-ce arrivé? Et vous étiez disposé à faire quoi au départ, avant ça? Écoutez, moi j'ai toujours suivi plutôt de loin les activités de mon père, c'est-à-dire qu'à la maison il n'y avait pas de cassette X qui traînait, etc., contrairement à ce qu'on peut croire. Pour moi c'était une boîte d'audiovisuel, des présences au Festival de Cannes, tous les salons professionnels, et c'est vraiment le milieu de l'audiovisuel en tant que tel qui m'attirait, et d'ailleurs à la base il n'était absolument pas prévu que je rejoigne la société de mon père. Votre papa était strict là-dessus? Enfin, je veux dire, à 13 ans il n'y avait pas de cassette qui traînait à la maison, de trucs comme ça? Très strict, ouais. Même. Et comment vous avez découvert ce que c'était le vrai métier de votre père? Finalement assez tôt, puisque je pense que dès que j'étais en âge de comprendre, grossièrement il me l'a dit, mais mais j'avais pas le droit. Pas dans un générique de film, tout d'un coup vous avez dit mais papa, c'est toi? Non, ça n'a pas été le cas. Mais c'est vrai que je sais que et même
certains collaborateurs de la société qui étaient là depuis très longtemps me racontent que quand plus petit, j'arrivais au bureau, ils rangeaient tout pour effectivement pour respecter ce qui doit être fait et voilà. Et puis après, c'est pas une question de loi ou de choses comme ça, c'est juste une question de bon sens. Et d'éducation. À 20 ans, vous êtes où ? À 20 ans, vous êtes où ? Vous êtes étudiant ? En 20 ans, je suis étudiant en école de commerce et je me prépare à une carrière dans l'audiovisuel. Je crois qu'à 22 ans, j'ai dû rentrer chez France Télévisions, la régie pub, donc rien à voir. Donc je souhaitais rester dans le secteur de l'audiovisuel parce que c'est un milieu que j'appréciais et je connaissais déjà un peu. Mais voilà, mais il n'était pas prévu que je rentre au sein de la société. Et le fait est qu'entre deux stages ou de recherche d'emploi, je ne sais plus, mon père m'a sollicité parce qu'il y avait certaines missions à réaliser sur un temps très court, ce que j'ai accepté. Puis finalement, une mission en entraînant une autre et le fait est que ça n'a pas trop mal marché. Donc finalement, je pense qu'il était content de me garder. Et finalement, je me suis réveillé un jour, ça faisait plus de 12 ans que j'étais dans la société. Et voilà. Et donc vous avez fait l'ISG, je le dis parce qu'on a un tweet qui dit quelle école de commerce il a fait l'Institut supérieur de gestion. Et il y a déjà pas mal de tweets de gens qui nous regardent, des garçons et des filles. Jonathan. Non, moi je me demandais si une fois qu'on est rentré dans le porno, ça fait un certain nombre d'années que vous êtes dedans, vous êtes sûrement à une des places les plus enviables. Est-ce qu'on en sort d'après vous ? Vous êtes condamné à finir votre vie professionnelle dans le porno ou pas ? Alors condamné, pour moi c'est un vrai plaisir. Alors j'espère pouvoir y rester longtemps parce que c'est-à-dire on a une double activité, double casquette. On est dans un secteur de l'audiovisuel qui est quand même sympathique, et deux, on est surtout sur un secteur d'activité que personne ne comprend vraiment, avec beaucoup de fantasmes autour, beaucoup d'idées préconçues et surtout énormément de choses à faire et à développer. Et ça qui est fantastique. On a un champ complètement ouvert et tout reste encore à faire. Et même dans l'audiovisuel, il y a peu de secteurs d'activité qui sont comme ça. Et donc, je me ravis tous les jours d'être sur ce secteur d'activité. Parce que quand on prend le dossier de presse que nous a envoyé votre service de relations publiques, en 30 ans, il s'est quand même passé pas mal de choses. Vous pourriez nous résumer ces 30 ans d'évolution économique et technologique pour vous ? Écoutez, en 30 ans, effectivement, aujourd'hui déjà la société, c'est une quarantaine de collaborateurs permanents, c'est une cinquantaine d'intermittents, c'est 23 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est une présence sur 56 pays, je crois. Et comment les choses se sont développées ? On est d'abord passé, effectivement, comme vous l'avez dit, par la VHS, puis on a commencé à goûter à l'interactivité avec le CD-ROM, puis le DVD. Je crois qu'on était parmi les premiers, et sinon le premier à sortir en Europe un DVD. Ensuite, on est passé au monde Internet. Dès que finalement, on a pour habitude de foncer juste par intérêt, parce qu'on fait ce métier en tant que producteur. C'est une société familiale. Déjà, la première des choses, c'est qu'il faut que notre métier nous passionne. Et donc, juste par passion, dès qu'on voit un nouveau média, une nouvelle façon de travailler, on fonce. Quand vous dites notre métier doit nous passionner, ce qui vous passionne, c'est finalement... C'est plus le sexe et c'est plutôt l'outil marketing et la façon de jouer avec ce Lego qu'est l'entreprise. C'est plutôt de jouer, c'est plutôt de jouer avec les codes et les idées reçues. Et ça, c'est fantastique. Déjà, à la base, c'est vrai que la pornographie, alors déjà, c'est un mot que je n'aurais pas employé parce que c'est un mot qui est moche. C'est pas très marketing pour vous. Voilà, c'est trouvé que l'industrie du sexe, c'est plus joli. Non, en général, on dit les films pour adultes. Et vous dites les films pour le plaisir. Enfin, vous avez un mot qui revient, c'est le plaisir. Oui, c'est le plaisir parce que c'est vrai que on parle de films pornographiques, mais on a d'autres activités. On fait du sextoy, on fait plein de choses, du magazine, etc. C'est tout ce qui est lié au plaisir, et au plaisir sexuel. On va y revenir. Natacha. Oui, j'avais une question par rapport au DRM. Donc, il y a à peu près un an, votre plateforme de partage de vidéos, vous avez enlevé les DRM, donc le système de protection à la copie. Oui. Quel constat vous faites de ça ? Est-ce que vous pensez que vous êtes précurseur pour les plateformes de VOD ? Écoutez, je ne sais pas si on est précurseur, mais effectivement, on n'est pas très nombreux à enlever, mais ensuite, il faut juste être assez rationnel. C'est-à-dire, quand on voit la proportion que représente le piratage, c'est tellement illusoire de croire que les petites DRM qu'on met sur nos plateformes VOD protègent nos catalogues. Là, c'est vraiment être complètement aveugle et avoir une méconnaissance totale du monde du net. Donc, ça permet juste à l'utilisateur d'avoir un usage plus simple et un accès plus facile. Donc, nous, on a une grosse plateforme VOD qui, je crois, est la plus grosse plateforme VOD européenne qui s'appelle dorselvision.com. Sur cette plateforme,
plateforme, on a supprimé les DRM parce que ça permet aux utilisateurs d'avoir un accès plus simple et au contenu. Donc c'est vraiment dans cette logique. Sur la question des formats, pour rester là-dessus, il y a eu différentes batailles entre des formats technologiques sur ces 30 dernières années. Il y a eu d'abord la Betacam contre le VHS, il y a eu TVHD contre Blu-ray. Et à chaque fois, ce qui est étonnant, c'est que c'est quand l'industrie du porno, notamment aux États-Unis, pas vous directement, a décidé d'opter pour tel ou tel format qui s'est imposé de façon générale dans le monde entier. Comment vous expliquez ça, ce rôle absolument majeur du porno ? Le rôle majeur du porno, il est assez simple, mais c'est sur toutes les industries qui sont liées aux médias, essentiellement. C'est que le porno, c'est l'un des contenus les plus attractifs, en réalité, avec le sport et certains types de sports, notamment le football. Et c'est l'un des seuls contenus que le public est prêt à payer, parce que c'est un contenu qui a une forte valeur ajoutée. Voilà. Donc à partir de là, on est bien évidemment précurseur sur les médias, on peut se le permettre et on est les premiers à mettre aussi des modèles économiques en place, parce que c'est bien de tester de nouvelles technologies, c'est ce qu'on fait en permanence. On investit lourdement sur des technologies qui ont souvent pas d'avenir, mais en tous les cas, quand elles en ont un, c'est vrai que souvent le X est là précurseur en premier. Et le HTML5, par exemple, pour expliquer rapidement sur les tablettes tactiles type iPad ou sur ces équivalents-là, en tout cas, le Flash, qui est une techno, marche pas. Et l'alternative à ça, c'est le HTML5, et vous êtes passé très très vite dessus. Oui. C'est quoi ? C'est dans cette espèce de course effrénée à toujours ne rien rater comme niche, comme fenêtre ? Parce que le marché de l'iPad et des plateformes, d'une manière générale... C'est vivre avec son temps, tout bêtement. Et aujourd'hui, le temps, il s'est tellement accéléré, c'est que le temps, il se compte aujourd'hui en semaines, il se compte plus en années. Voilà. Et donc aujourd'hui, si nous, on estime au sein de Marc Dorcel que si on n'a pas une réactivité à la semaine, on est has-been. Et donc ça, c'est une philosophie d'entreprise ensuite. Ça fait beaucoup de has-been à part vous, en fait. Je sais pas, je pense que tout le monde essaye de bien faire. Voilà. Ensuite, il faut s'en donner les moyens. Il faut que ça soit un esprit. Nous, c'est l'esprit de tous les collaborateurs au sein de la société. C'est ce qu'on veut offrir aussi au public. Mais vous êtes organisé comment ? Vous faites de la veille ? Vous faites des études préalables, techniquement Non, on fait pas d'études, pour être très clair. On fait de la veille, par contre. Ça, on en fait beaucoup. Et la spécificité qu'on a, c'est qu'on fait justement, on ne fait pas d'études. Donc, on se gratte pas la tête pendant 150 ans pour savoir s'il faut y aller ou pas et savoir s'il y a un business plan ou pas derrière. Encore une fois, on est vraiment... Mais ça, c'est lié à notre métier de producteur. C'est une boîte de geek, Marc Dorcel, ou pas ? Oui, on peut les gens que vous recrutez maintenant, vous leur dites il faut toucher en informatique. On peut dire ça, mais c'est pas uniquement en informatique. On va dire c'est une boîte de passionnés, oui, ça l'est, et que ça soit pour le contenu, pour l'éditorial, pour l'érotisme, comme pour les nouvelles techno. Alors, on parlait, vous disiez finalement le sexe, c'est un des seuls contenus sur lequel on est prêt à payer, et en même temps, j'ai des dizaines de tweets sur il faut qu'ils nous disent comment il ressent, lui, le chef d'entreprise, l'arrivée des YouPorn et du porno gratuit. Des petits films de courte durée qu'on visionne, on fait son affaire et au revoir. Bon, déjà, il n'y a pas de porno gratuit, il y a du porno pirate, c'est une chose, et les sites dont on parle sont des sites pirates, donc il faut comprendre le système, et ça, malheureusement, les producteurs du monde entier, surtout en dehors des producteurs de X, n'ont jamais réussi à expliquer ça. C'est-à-dire que ce sont des entreprises commerciales, d'énormes entreprises commerciales qui sont toujours basées dans les Caïmans, aux Bermudes, etc. Donc, ils sont, évidemment, ne payent pas d'impôts, sont en dehors de toute législation, qui piquent le contenu de tous les producteurs de la planète et qui offrent ce contenu gratuitement juste pour générer un gros trafic et transformer ce trafic en publicité et faire un chiffre d'affaires publicitaire. Voilà le principe qui est assez simple. Alors, donc YouPorn et autres sont dans l'illégalité la plus totale. Ils sont dans l'illégalité la plus totale. Alors c'est pas selon nous, c'est pour tout le monde. Et c'est un fait pour le coup, mais est-ce que c'est arrêtable ? Parce qu'on a l'impression que c'est quand même une déferlante que vous constatez, qu'on constate, que tout le monde constate. Oui, nous on concrètement, sait qu'est-ce que vous pouvez faire face à ce produit qui est gratuit quand vous faites du payant à côté, quoi. Comme tous les producteurs de la planète, qu'est-ce qu'on peut faire ? Rien. Qui peut faire quelque chose ? Les autorités, les fournisseurs d'accès. C'est quoi ? C'est l'Adopi, votre allié ? Non, parce que l'Adopi, bien qu'on respecte le fait qu'au moins il y ait une initiative d'essayer d'avancer. Vous avez l'air de vachement y croire. Non, nous on ne croit pas. Clairement, notre position, et j'ai déjà dit ouvertement, je ne crois pas, et je trouve ça même un peu ridicule d'aller taper sur la tête des internautes. Dire un internaute, c'est un citoyen comme tout le monde. Comment peut-on comprendre qu'à partir du moment où il est si simple d'accéder à des films pirates, il y a des sites pirates sur le net, comment déjà on peut comprendre que c'est interdit ? Ça n'a pas de sens. Alors soit les autorités, les fournisseurs d'accès, etc. décident de bloquer l'accès à ces sites, ce qui est simple comme bonjour, c'est ce qui se passe dans la majorité
majorité des entreprises aujourd'hui, les petites entreprises françaises. Elles bloquent l'accès à des sites, elles considèrent que pas utile d'aller dessus. Bon bah voilà, que ça se fasse à l'échelon national, c'est simple comme bonjour. C'est ce qui devrait être fait. Donc il ne s'agit pas d'éradiquer complètement le piratage, ça n'a jamais été possible, ni avec la VHS, ni avec quoi que ce soit. Maintenant, quand il s'agit d'énormes entreprises commerciales du type de celle-ci et du type de tous les sites qui font la promotion du peer-to-peer, du streaming, etc., un pirate, bon bah là, on peut considérer qu'il faut stopper ces entreprises qui sont complètement illégales. Quand vous faites du lobbying, vous êtes entendu par les pouvoirs publics où ils disent attendez, vous êtes reçu déjà les gars du porno, là vous passerez après les autres. Non, écoutez, déjà on ne fait pas de lobbying directement. En général, on s'exprime par voie de presse, comme on peut avoir le plaisir en ce moment de le faire, et parfois, effectivement, des membres de toute autorité nous entendent et trouvent nos idées pas trop stupides. Et le fait, on a une particularité, c'est qu'on maîtrise l'audiovisuel plutôt pas mal, et en même temps, on a les deux pieds bien ancrés dans le monde du net, ce qui n'est pas courant pour une boîte d'audiovisuel. Donc, en général, on a au moins une vision de la situation assez claire et assez réaliste. Juste un mot, aux États-Unis, l'année de de la grande crise financière, les industriels du porno américain avaient écrit aux autorités pour se plaindre. Qu'est-ce que ça a donné, cette démarche des industriels du porno américain ? Je crois que ça a donné surtout un coup de pub et rien de plus. Mais il est vrai dans tous les cas que l'industrie du X, contrairement à ce qu'on peut penser, au même titre que toute l'industrie audiovisuelle, est en crise. Elle souffre terriblement du piratage. Les chiffres sont assez éloquents. On a 90%, c'est 90% de la consommation sur le net qui se fait de façon pirate. La parade, c'est de sortir des films toujours innovants et de toujours être en avance, d'offrir de la nouveauté et de l'exclusivité ? Déjà, la première parade, c'est offrir un service de qualité. Alors, le service de qualité, ça veut déjà dire un contenu de qualité, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est des plateformes, par exemple, plateformes VOD de qualité. C'est offrir ces films comme nous on le fait, dès leur premier jour de sortie directement en VOD, et pas attendre 10 mois, 1 an, etc. pour les sortir. C'est juste se mettre à la place du consommateur et de se dire qu'est-ce qu'il peut attendre, et voilà, et de lui offrir ça le mieux possible. Jonathan. Juste une dernière question, revenons peut-être un peu plus sur une dimension esthétique. Quand on se balade sur le net pour préparer l'émission, on se rend compte qu'un des gros reproches qui est fait à des grosses boîtes, et notamment à vous, c'est cette espèce de côté totalement décalé par rapport à ce qu'est l'esthétique des gens dans la vie courante. Votre père, à l'époque, avait été connu pour faire du porno aussi avec des gens, non pas auxquels on peut s'identifier, mais pas des bimbos totalement dégénérés type Zaya. Aujourd'hui, on a l'impression que, quand on regarde évidemment que les pochettes de vos DVD, c'est des extraterrestres, quoi, les gens. C'est des espèces de femmes avec des seins démesurés, d'hommes avec des sexes démesurés. Tout est démesuré et rien n'est réel. Alors, est-ce que c'est pas un problème, ça ? Parce qu'on se dit que souvent sur YouPorn et compagnie, quand on lit les papiers d'analyse pour expliquer pourquoi ça marche, c'est aussi ça, ce côté plus rapport de proximité. Il y a deux choses par rapport à ça. C'était une idée qui était fortement développée, surtout fin des années 90, de dire que finalement l'amateur, etc., était bien plus intéressant que le film. Malheureusement, tous les chiffres prouvent l'inverse. Il y a une marge entre l'amateur et la bimbo. C'est-à-dire qu'il peut y avoir du professionnel avec une femme qui ressemble à la Jonathan, on va reparler de la dimension sociétale et de ce que racontent les films porno à la société, de la responsabilité de l'entreprise. C'était le porno de papa, que reste-t-il ? Mais on va y venir. Juste un dernier mot sur la stratégie et l'économie de la société. Vous disiez, on n'est pas endetté, on est tous sur autofinancement, ce qui est quand même assez rare pour une PME, non ? Oui, mais après, il faut que ça soit un système établi et une obligation. Donc, nous, c'est notre obligation, effectivement. Parce que les banques, elles n'ont pas envie elles vous ont pas vraiment accompagné dans votre développement, quoi. C'est pas. Alors, Dorsel, nous, on a une position qui est un petit peu à part, déjà dans le monde de l'audiovisuel et donc forcément, en France. Donc, on a la chance d'être quand même suivi et pas trop mal accompagné. Mais c'est vrai que c'est un secteur d'activité, en tous les cas, pour lesquels les banques ne prêtent pas en général. Donc on a plutôt intérêt à être bien armé. Je vois aussi dans votre dossier de presse qu'un des gisements de profit et de chiffre d'affaires, hormis l'Internet où vous pouvez être siphonné assez vite par les sites dont on a parlé, hormis la VOD qui donne lieu aussi à des copies, c'est le pay-per-view dans les hôtels. Vous mentionnez, vous dites que vous êtes présent, que c'est un canal de vente qui est très important. Et là, pour le coup, vous n'êtes pas copié. Vous êtes. Oui, alors là, pour la petite anecdote, dans les fameuses chambres d'hôtel avec ces systèmes de pay-per-view, là, vous pouvez accéder à des films
films, des films X et d'autres films. Là, pour le coup, la pornographie représente 92 à 98% de la consommation. Voilà, donc effectivement, on est présent, on essaye d'être présent partout où on peut avoir besoin ou envie de nous. Vous êtes présent partout, y compris à Europe 1. On passe à la partie suivante. On va parler de la responsabilité sociétale, des valeurs, de morale. Bref, on va être un peu rigoriste avec vous, Grégory Dorcel. Europe 1 présente Grégory Dorcel, directeur général des vidéos Marc Dorcel. Alors on a beaucoup de tweets qui vous interpellent sur les valeurs, la place de la femme, le porno, bien, pas mal, qu'est-ce que vous mettez là-dedans, c'est quoi les valeurs du porno, est-ce qu'on peut en parler librement ou est-ce qu'il y a encore des tabous? Vous disiez tout à l'heure que ce qui vous amusait souvent, c'était le double regard ou l'espèce de double discours de la société sur votre métier. Et vous aviez un sourire en coin, à quoi vous pensiez? On a fait une grande enquête avec l'IFOP l'année dernière. Cette enquête démontre que 89% des Français ont déjà consommé un film X, que 49% des femmes françaises ont déjà consommé, que 50% de cette consommation se fait en couple. Donc clairement, la pornographie, elle fait partie aujourd'hui de la sexualité, que ce soit en France comme dans le monde entier. Donc ensuite, en France, on est spécialiste du tabou. Notamment pour tout ce qui a trait au sexe et évidemment ça nous amuse, donc on essaie de jouer aussi élégamment que possible avec ces codes et avec cette ambiance, mais c'est vrai que ça nous fait sourire. On a un tweet de Jean-Rémy qui nous dit à 14 ans, 8 garçons sur 10 voient au moins un film porno par an. Qu'est-ce que vous en pensez? 14 ans, c'est trop tôt, c'est trop tard? Déjà, la première chose, j'aimerais savoir d'où sortent ces chiffres parce que jusqu'à maintenant, nous, justement, cette enquête de l'IFOP, je peux dire sérieuse, nous dit que l'âge moyen du premier visionnage d'un film X, c'est 24 ans. Bon. Mais ça, c'est des gens qui... Oui, ça, c'est dans le déclaratif. Ça, c'est dans les contes de fées. Non, c'est l'âge moyen. Alors aujourd'hui, par contre, la réalité, personnellement, c'est que le développement d'Internet... Vous reconnaissez dans cet âge ? La moyenne des Français, en tous les cas, oui, je la reconnais par là. Maintenant, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Internet a tout bouleversé. Et Internet, c'est la foire à tout, avec un accès ouvert sur le monde entier, on va dire le pire comme le meilleur. Et effectivement, là, par contre, l'âge de visionnage de séquences pornographiques, d'images pornographiques, etc., a diminué, mais considérablement. Voilà. Maintenant... et pour en avoir discuté fut un temps avec pas mal de pédopsychiatres, le problème n'est pas de savoir si un pré-ado voit une image pornographique ou pas. Pour être, si c'est sa seule éducation sexuelle, ça fait des dégâts. Exactement. Beaucoup de pédopsychiatres l'énorme problème est là, c'est que s'il n'y a pas d'éducation sexuelle autour, on ne sait pas si ça c'est le bien, le mal, on ne sait pas si c'est la réalité ou pas la réalité. Quand vous voyez un film, quand un ado, un pré-ado voit un film violent, personne se dit qu'il va reproduire ça demain en sortant dans la rue. Il y a des gens qui le disent, il y a des gens qui commencent à le dire. Voilà, mais dans des proportions qui restent faibles. En matière de pornographie, le problème, c'est qu'il n'y a personne pour vous dire si ça, c'est le sexe normal ou pas, si c'est de la fiction ou la réalité. Natacha. Oui, il y a des associations féministes, je pense par exemple à Ni pute ni soumise, qui dénoncent l'image de la femme qui est transmise dans les films porno et que les jeunes de banlieue, certains, c'est leur seule éducation sexuelle. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, si on extrapolait un peu, que vous pourriez développer une web-série pédagogique, par exemple? Je vais vous dire honnêtement, ça nous titille énormément et on se dit quel dommage qu'en France, et notamment en France, qu'il n'y ait pas d'éducation sexuelle, parce que ça, malheureusement, c'est un vrai problème. Et c'est vrai que les films pornographiques et la pornographie existent depuis la nuit des temps, et qu'elle existera toujours. Donc elle a beaucoup toujours changé aussi. Alors ça, je vous en en dirai plus plus après. J'ai une petite question pour après. vous, sympa. Mais le malheur, c'est qu'il n'y a pas d'éducation autour de tout ça. Alors le problème, c'est que si Marc Dorcel se mettait à faire de l'éducatif en matière de sexe, je crois que on serait attaqué de toutes parts et on trouverait notre action vraiment mal intentionnée et faire du prosélytisme. Donc malheureusement, on ne peut pas y toucher. Les fabricants de bonbons font bien des conseils diététiques en disant il ne faut pas en manger trop, etc. Je crois que c'est par obligation. Par obligation, mais on pourrait... Non, mais vous auriez peut-être tout à y gagner, en fait. Jonathan. Non, moi, ma question, elle était plus justement sur l'image que ça véhicule et quelle valeur ça fait passer. On a l'impression que
La notion de plaisir, qui est quand même le mot qu'on associe le plus facilement au sexe, elle est quand même globalement très absente de la réalité de vos films, et qu'elle laisse la place, ce que je disais un peu tout à l'heure, avant d'être coupé très violemment par David, à l'idée de performance, quoi. Et c'est souvent, on a aussi discuté avec des pédopsies, peut-être pas les mêmes que les vôtres, mais quand même, la performance avant le plaisir, dans le sexe, ça pose un problème. Est-ce que vous en êtes conscient? Et qu'est-ce que vous faites dans vos films pour éviter de véhiculer ça? Écoutez, je vais vous dire, le film X, c'est une fiction. Avant tout. De la même façon que quand vous allez voir James Bond au cinéma, voilà, il roule à 200 à l'heure dans la ville, il met pas sa ceinture de sécurité, et si demain James Bond se baladait à 40 à l'heure dans sa petite voiture avec sa ceinture de sécurité et s'arrêtait au feu rouge, ça serait plus le même film. James Bond, c'est un type de film, ça s'appelle un film d'action. Exactement, et nous ça s'appelle les films X. Et nous ça s'appelle les films X. Et non, je vous dis, ce sont des films X et n'ont jamais eu un rôle éducatif. Donc, il faut pas. Donc nous, on a un rôle de divertissement. On est fournisseur de fantasmes. Et effectivement, le fantasme de la majorité des spectateurs, c'est pas de voir la sexualité que eux-mêmes pratiquent. Non, mais c'est de voir une sexualité, plaisir, performance. Là, vous justement, performance. C'est de voir des sexes énormes, des seins énormes. Exactement. C'est de voir une sexualité qui est extraordinaire, que ça soit par la performance, que ça soit par la plastique des acteurs, mais en tous les cas, c'est certainement pas de reproduire ce qui se passe dans votre lit tous les soirs. Et alors justement, pour aller au bout de la remarque de Jonathan, est-ce qu'on n'en a pas fini justement des bimbos et des athlètes hyper bodybuildés, etc. Est-ce qu'on va pas revenir à quelque chose d'un peu plus bio, la bedaine, la bedaine, faut pas exagérer, mais est-ce qu'on peut revenir à quelque chose d'un peu plus réaliste, de la même façon que dans la mode, on a dit que les mannequins étaient un peu plus rondes, qu'on voulait des vrais gens. Je vous suis à 200%, parce que ce qui caractérise et ce qui fait le succès de Marc Dorcel à l'international, c'est qu'on est justement à l'opposé de tous nos petits concurrents américains qui, eux, sont spécialistes de la bimbo siliconée, blonde, et qui ressemblent effectivement à rien de ce qu'on connaît. Mais vous, elles sont brunes, c'est ça la différence? Pardon? Elles sont brunes, quoi. Elles sont pas siliconées. Non, mais décrivez-nous d'ailleurs la femme Dorcel. Pour nous, la femme il y a une femme Yves Saint-Laurent, il y a bien une femme Dorcel. Pour nous, la femme Dorcel, c'est la femme sophistiquée, c'est la femme qui est classe, c'est la femme en lingerie, c'est la femme, et c'est surtout la femme qui fait pas peur. Voilà, et ça c'est très important pour les latins. Et c'est là où notre métier a une dimension aussi qui est assez marrante, parce qu'on étudie un petit peu tous ces phénomènes. Comment vous les étudiez? Comment vous rentrez dans le vif du sujet? Déjà en constatant tout ce qui se consomme, tout ce qui se regarde. Parce que la spécificité de Dorcel, c'est que Dorcel, il est producteur, donc on produit un certain type de film, mais on en distribue aussi énormément. On distribue globalement tout ce qui se fait de bien sur la planète, que ça soit un contenu amateur, que ça soit des grands films comme ce qu'on fait, ou que ça soit d'autres styles. Et donc... Et vous vous êtes aperçu qu'il y avait des particularismes régionaux, évidemment, sur certains films. Exemple, la femme, les Latins ne veulent pas de femmes justement blondes, siliconées, etc., trop grandes, qui leur feraient peur et qui seraient intimidantes. Et les Nordiques et les Nordiques, c'est plutôt l'opposé. Les Nordiques aiment des femmes hyper actives, imposantes, qui feraient peur aux Latins. Ah, c'est curieux. Alors Natacha. On parle que de fantasmes masculins finalement. Hein. On va parler des femmes. Voilà. On a une troisième partie spéciale femmes. Alors ma question peut-être vient pour plus tard, parce que c'était sur Vincent Vespedes, le philosophe, qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'homme expliqué aux femmes. Il parle de cette flemme des hommes par rapport aux femmes, qui n'ont plus cette gourmandise pour les femmes dans la société actuellement. D'ailleurs, on s'en rend compte, c'est un grand débat. Nous, hein. C'est-à-dire, ils ont la flemme, ils draguent plus, quoi. Voilà, ils draguent plus. Est-ce que trop de sexe tue pas le sexe? C'est-à-dire cette envie comme ça de se rencontrer, la solitude, est-ce que... Je veux dire, trop de sexe déjà. Il y a une idée reçue qui fait qu'on dit il y a beaucoup plus de pornographie. La pornographie dans tous les foyers aujourd'hui. Je voudrais juste vous rappeler quelque chose, c'est été 1976, il y a plus de 50% des salles de cinéma sur les Champs-Élysées qui diffusaient des films X. Donc il ne faut pas l'oublier. Il y avait 0 DVD en circulation. Il y avait 0 DVD en circulation, mais les salles de cinéma, par contre, étaient pleines. Les gens faisaient la queue et ça ne gênait absolument personne. Vous aviez également, mais comme aujourd'hui, vous aviez également, pas interdit aux mineurs. Pas la pornographie, mais je vais vous prendre un exemple. Colari Coco-Boy. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette émission. Bien sûr, générationnelle. Dans les années 80, ça passait sur une chaîne publique qui, à l'époque, je crois, s'appelait Antenne 2. Ça passait un samedi soir ou un dimanche soir, juste avant le journal télévisé. Donc à 19h45.
5, Coco Girl la grande masse. cartonnait. Et vous aviez non seulement les Coco Girls, mais vous aviez un striptease intégral qui se faisait devant la France entière. Et à l'époque, ça ne choquait personne. Donc l'idée reçue de vouloir faire croire qu'aujourd'hui le sexe est partout, moi je dis haut et fort que ce n'est absolument pas vrai. Il suffit de regarder et entendre un sketch de Coluche, de Leluron, etc. et de voir mais aujourd'hui à quel niveau moral on est. Et ça, malheureusement, et c'est très le marrant, sexe ça s'applique. commercial qui est partout. Non, je veux Le dire, ça sexe, s'applique. aussi la Alors, je vais aller même plus loin. intellectualisé, il est nulle part. Ça s'applique également à nous-mêmes. Je veux dire, pour aller plus loin, quand mon père voit aujourd'hui, les films qu'il produisait, qu'il distribuait il y a 20 ans, il en est choqué. Les pratiques, les fantasmes, etc., qui existaient il y a 20 ans, aujourd'hui... Qu'est-ce qui le choque, votre père, dans les films distribués il y a 20 ans? Mais il y a 20 ans, la norme était l'inceste, était des choses comme ça. Dans les voilà. scénarios, vous voulez dire? Dans les scénarios des films. Aujourd'hui... on a la société est devenue très 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 morale et ça s'applique également à nous-mêmes. Nous-mêmes nous baignons dans la société et nous-mêmes on en est emprunt. Et par contre, à l'inverse, ce sont les pratiques sexuelles qui sont devenues beaucoup plus intenses. Et pourquoi les pratiques sexuelles sont devenues beaucoup plus intenses? Parce qu'aujourd'hui, on estime que les femmes peuvent disposer d'une liberté totale de leur corps et peuvent en faire ce qu'elles veulent. Si elles veulent avoir un acte sexuel intense, elles l'ont. Alors qu'avant, dans les films X, la sexualité des femmes n'était que passive. Et aujourd'hui, vous voyez des superstars du X qui s'assument pleinement. Je pense à Katsuni, je pense à des filles comme ça, qui sont des performeuses et qui l'assument pleinement. Jonathan. Moi, j'ai juste une dernière question sur la capote. C'est quoi donc le préservatif pour ceux qui parlent différemment? C'est quoi la posture de votre boîte là-dessus? La posture de Marc Dorcel, elle est très simple. C'est toutes nos productions à 100% avec préservatif. On soutient test HIV systématique et voilà. Et des fréquences de tournage humaines ou c'est-à-dire que, pour parler concrètement, ouais. Souvent ce qu'on dit c'est qu'il y a une dimension d'abattage et de X scènes tournées par jour, c'est le cas de dire. Je vais vous dire très simplement. Vous avez une limite production, ou pas? la limite, elle est simple. À partir du moment où vous voulez faire un tant soit peu des beaux films, voilà, ça veut dire que vous allez tourner une scène X, voire 2 scènes X, enfin maximum par jour, mais jamais avec les mêmes acteurs, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas suivre. Mais il y a toute une industrie qui n'est pas du tout sur ce modèle-là. On entend parler de délocalisation en Europe de l'Est notamment, non, alors avec vraiment une espèce de... Ça aussi, c'est un peu... C'est un fantasme aussi, ça? Ouais, sur les pays de l'Est. Il y a eu beaucoup de reportages pour l'illustrer très concrètement. Mais bon, alors mais pas mal de reportages, je pourrais revenir dessus. Et voilà, non, la réalité des choses, c'est que ça fonctionne. Par exemple, on travaille avec des agences de casting. Et ces agences de casting, d'acteurs et d'actrices X, elles fonctionnent exactement de la même façon que pour n'importe quelle agence de modèles et de mannequins. Plus une fille est belle et plus un acteur est beau, plus il se fait payer cher et plus il est exigeant. Et globalement, on arrive à cette situation, c'est que contrairement à toutes les idées reçues, c'est que toutes les filles de l'Est ont cet avantage, un avantage plastique qui est indéniable et elles sont payées beaucoup plus cher, par exemple, que les Françaises et ont des exigences bien plus élevées que les Françaises. La dimension d'abattage, etc., dont vous parlez, elle existe notamment sur le net. Et beaucoup de sociétés qui produisent exclusivement pour le net travaillent avec des économies d'échelle qui sont ridicules et qui donnent dans le volume, et ça, vous retrouvez ça plutôt aux États-Unis. Grégory Dorcel, une dernière question sur justement la responsabilité de la marque. Aujourd'hui, vous êtes une marque. D'ailleurs, si on vous invite à Europe 1, vous êtes bien le seul pornographe à avoir été invité ici. Moi, j'en connais pas à ce titre-là. On n'en connaît pas d'autres. Moi, j'en connais pas d'autres. La marque est établie. Enfin bon. Quelle est votre responsabilité justement en tant que marque aujourd'hui et dans quel domaine vous la fixez? Voilà. Nous, notre première responsabilité, c'est que le sexe il soit toujours égal au plaisir. Ça, c'est ce qui nous paraît à peu près évident. Ça veut dire quoi? J'ai pas compris là. Pour nous, en termes de production, alors parce que Marc Dorcel ne fait pas que des films, mais en tous les cas, du côté des films, ça veut dire un sexe qui n'est pas violent, qui est sans contrainte, et qui est synonyme de plaisir partagé. C'est si rare que ça. C'est vraiment une spécificité, le sexe sans violence, plaisir partagé? Non, c'est pas une spécificité du tout, mais au même titre. C'est la base, quoi.
Oui, c'est la base, mais ensuite, comme dans n'importe quelle industrie, vous savez, la spécificité du X, c'est qu'il n'y a pas de ticket d'entrée pour entrer dans notre industrie. C'est que demain, si vous vous réveillez avec votre petit caméscope et que vous voulez tourner des trucs, vous pouvez le faire. Et si vous voulez diffuser sur le net, vous pourrez le faire aussi. Regardez David quand vous dites ça. Donc, qu'est-ce que vous interdisez dans vos produits, mais aussi dans la gestion de votre entreprise? Donc déjà, en termes de produits, on s'interdit la violence, on s'interdit la contrainte, on s'interdit aussi de toucher à des codes religieux, on s'interdit à ça, voilà. On s'interdit aussi d'être... de déployer nos contenus sous les yeux de personnes qui n'en voudraient pas. Autant nous, on a envie d'être respectés, surtout que le public il puisse être respecté quand il a envie de regarder un film X. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de bannière invasive, que vous apparaissez pas comme ça, comme un lutin qui sort de la boîte au milieu d'écran? Il y a suffisamment d'envie du public de consommer du X et de voir du sexe pour ne pas aller lui mettre sous le nez toute la journée. Voilà. Diversité, parité, c'est des choses qui vous disent ça vous parle? Après, nous, ce qui nous parle, c'est d'être juste représentatif de la société française quand on travaille en France et de ce qui se passe dans le monde. Vous savez, nous, on vend du fantasme. Et le fantasme, il naît de quoi? Il naît de votre société, de ce qui vous environne, de votre voisin, de votre voisine. Grégory Dorcel est avec nous. On termine cette émission avec une partie consacrée aux femmes, à leurs attentes, au X pour les femmes et à la condition féminine. Europe 1 présente Juste une question et après je cède la parole à Natacha. Mais on a vu émerger il y a 3-4 ans un site qui s'appelait Second Sex, qui a eu des relations publiques extraordinaires, des articles dans Le Monde, qui disait, nous on va faire de l'érotisme, de la sexualité, du plaisir, du porno, mais pour des femmes, vu par des femmes et avec un angle différent. Vous avez vu arriver ce concurrent, comment vous l'avez vu arriver et qu'est-ce que ça vous a raconté? Déjà, ça nous a rappelé des expériences qu'on avait déjà réalisées une dizaine d'années auparavant, notamment avec une actrice-réalisatrice qui s'appelle Ovidie, qui a fait pas mal parler d'elle, et une autre qui s'appelait Angela Tiger. Et nous, il y a 10 ans, effectivement, on a confié des gros budgets de production à ces jeunes femmes qui étaient actrices ou que réalisatrices pour réaliser des films pour les femmes, faits par les femmes et avec leur vision. Donc déjà, on a trouvé très bien que l'expérience soit reproduite. Et nous, toutes les initiatives de ce genre, on les applaudit des deux mains. Est-ce que c'est une concurrence pour nous? Objectivement, non. D'ailleurs, on distribue ces jolis films sur nos plateformes VOD. Donc, c'est un plaisir pour nous en tant que distributeurs qui est des producteurs qui se mouillent et qui essayent de faire des choses différentes. Natacha. Oui, c'était intéressant tout à l'heure quand vous disiez que votre père ne vous laissait pas voir les cassettes traîner à la maison. Par rapport à la responsabilité, est-ce que ça vous fait réfléchir de voir l'impact de la pornographie ou, en général sur la société? Est-ce qu'il y a une question autour de ça et des femmes? L'impact par rapport à qui? Par rapport aux femmes? Par rapport à... l'ensemble, oui, ça doit vous questionner personnellement. Moi, ce qui me questionne, et je vous l'ai dit, c'est que les films X par nature sont interdits aux moins de 18 ans. Je crois qu'il y a tellement de dispositifs, alors notamment en France, juste en matière de télévision, à titre d'exemple, on est le pays d'Europe et même d'Occident qui protège le plus le téléspectateur. C'est-à-dire les films X sont doublés en termes de verrouillage, en termes d'horaire de diffusion et en termes de cryptage. C'est-à-dire il n'y a pas un pays au monde, enfin mis à part ceux qui interdisent totalement le X, il n'y a pas un pays au monde qui est plus strict que ça. Et vous le déplorez, ça? Je pense que c'est devenu un peu excessif. Oui, pourquoi? Parce que si je suis consommateur lambda et que j'ai envie, adulte, majeur, vacciné, et que j'ai envie de regarder un film X, je vois pas pourquoi je serais tellement contraint. Et si j'ai envie de m'abonner à une chaîne X et si je suis prêt à payer pour voir ça, je vois pas pourquoi je ne pourrais pas le regarder quand je le souhaite, c'est-à-dire 24 heures sur 24. Vous croyez pas qu'un peu de censure et de contrainte, c'est le meilleur allié du fameux plaisir et de la fantasmagorie que vous défendez? Je dirais jusqu'à un certain stade, ouais. Jusqu'à l'abstinence. Mais on n'en est plus là. Vous parliez vous-même de l'impact que ça a le numérique sur votre métier et la majorité de contenus qui sont diffusés de façon piratée. Donc mais c'est son problème, c'est que ça pousse quoi justement ces interdits? Ça pousse tout le monde à aller sur des services qui sont illégaux. Et vous voulez pas dire leur nom, ça? Non, mais voilà, de toute façon, c'est tellement, je veux dire, c'est tellement banalisé et ça représente tellement une masse importante. Alors, je veux dire, ça, on peut vraiment pas nous accabler de ça. C'est-à-dire que nous, on met en place sur tous nos services, que ça soit sur le net, que ça soit en VOD, que ça soit en télé, etc. On met tous les cryptages,
piratage, etc., les interdictions possibles. Et de l'autre côté, l'industrie qu'on représente ne pèse que 10% de la consommation. Et donc, on a 90% effectivement d'images et de consommation qui se fait dans un espèce de Far West total. Voilà, par rapport à Internet, je veux dire, il faudrait peut-être que les consciences se réveillent. Internet, c'est valable en matière de pornographie, c'est valable en matière de violence, c'est en matière d'information, de négationnisme, de tout ce que vous voulez. Internet vous laisse accès à tout. Le jour où les parents auront assez compris Internet pour comprendre qu'on ne laisse pas un enfant tout seul devant un ordinateur et un accès à Internet, je pense que le monde ira mieux. Est-ce que ça vous vient à l'idée de laisser votre enfant de 7 ans tout seul dans la rue et de le récupérer 8 heures plus tard sans savoir où il va? Jamais de la vie. Internet, c'est un autre monde. Moins avec l'Internet qu'avec le mobile. On voit bien que les vidéos s'échangent aussi sur les mobiles, etc. Enfin, je ne dis pas que c'est de votre responsabilité en particulier, mais c'est une question de société de savoir qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Nous, encore une fois, la seule chose qu'on peut faire, c'est de produire tel qu'on l'entend avec nos normes, on vous l'a dit, sans violence, etc. On est représentatif d'une forme de sexe et de plaisir, et on pense qu'effectivement, c'est la vision, pour être honnête, la vision d'un film X de ce style. Bon, est-ce qu'il va porter atteinte à votre santé mentale, comme le disent les textes? Franchement, j'en doute fortement, mais néanmoins, c'est comme ça. Il y a une loi, on la respecte. On comprend bien votre point de vue là-dessus. Allez, on reparle des femmes et du X. Vous nous citiez tout à l'heure donc l'exemple d'Ovidie en 2001 pour le premier film français réalisé par une femme pour les femmes. Visiblement, c'est pas un genre qui s'est imposé comme quelque chose de majeur ou de significatif. Peut-être le déplorez-vous, on vous demandera. Dans ces expériences-là, est-ce que vous avez identifié un rapport au plaisir et au sexe si différent que ça chez ces femmes, actrices porno en fait, la plupart du temps? Ouais. Il y a eu quelque chose pour nous, effectivement. Ça a été vraiment une révélation, en quelque sorte. C'est tout simplement l'axe de caméra qui est différent. On pourrait résumer à ça. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder dans le sens de l'homme, voilà, on regarde du point de vue de la femme et voilà. Et ensuite, toute l'écriture, l'image, etc. est concentrée sur le plaisir de la femme et non sur celui de l'homme. Voilà, ça c'est la grande différence. Et ça s'est pas imposé, pourquoi? Ça s'est pas imposé. Alors pour deux raisons. La première raison, elle est liée aux canaux de distribution. Où est-ce qu'on trouve des films X? On les trouve. Alors je veux pas anciennement dans les sex shops. C'est sûr qu'on voit pas une femme aller toute seule dans un sex shop et aller prendre un DVD. Les sites internet sont plutôt dédiés aux hommes, etc. Mais elles s'achètent des sextoys, les femmes, toutes seules, sans leurs hommes? Toutes seules, pas vraiment, plutôt en couple. Oui, ça se fait. C'est plutôt des achats qui se font en couple. Venons-en à ça, parce qu'il y a toute une littérature, notamment entretenue par les magazines féminins et par les vendeurs de sextoys, qui, si je vous écoute, inventent un marché du sextoys acheté par des femmes toutes seules, etc. Alors, est-ce que c'est une hérésie? Est-ce que c'est de la publicité ou du publi rédactionnel pour faire vendre et vendre un comportement? Quelle est votre expérience, vous, là-dessus? Notre expérience, c'est que clairement, les produits liés au sexe qui sont achetés seulement par des femmes seules, ça représente globalement 15%, chose comme ça, de la consommation. La grande majorité de la consommation, que ce soit de sextoys, de films pornographiques, etc., elle se fait en couple. Et elle est même supérieure au nombre d'achats qui sont faits par les hommes seuls. Et qui est leader dans le couple? C'est l'homme ou c'est la femme? Toujours. Nous, on a développé des boutiques, et Dorsel Store, plutôt en Bretagne, sont des grandes surfaces. On a commencé par là parce qu'on estime que finalement, les provinciaux sont beaucoup moins coincés. La Bretonne n'est pas farouche. Ah non, c'est pas lié aux Bretons particulièrement, mais c'est plutôt lié au bobo parisien qui est finalement aujourd'hui le plus conservateur des Français. Et on s'aperçoit systématiquement donc 72% je crois des clients sont des couples et c'est toujours madame qui pousse la porte d'entrée et c'est toujours elle qui va chercher le sextoy. C'est normal. Dire le sextoy, c'est quoi? Comme le film pornographique, c'est juste un outil, un gadget supplémentaire pour pimenter la vie de couple. Voilà. Et donc par rapport à ça, l'homme est un peu en retrait et laisse sa partenaire choisir. Allez, il nous reste 2 minutes, Jonathan. Une dernière question c'est sur les femmes, mais ça concerne aussi les hommes, mais bizarrement moi je me la pose plus pour les femmes. Si une fille, pour le coup de 18 ans, vient vous voir demain, qu'elle est magnifique, elle a toutes les qualités intrinsèques pour tourner dans vos films, est-ce que vous, moralement, il y a quand même une limite en disant elle a 18 ans, certes, mais bon,
Alors, je vais vous dire comment ça se passe. Chez nous, déjà, c'est une femme qui s'occupe des castings et qui s'occupe de Il y a eu des recevoir. mères maquerelles célèbres qui étaient des femmes. Hein. Oui, peut-être, mais néanmoins, c'est une femme. Et la première des choses, effectivement, qu'on essaie de vérifier, c'est qu'est-ce qu'il en est de ses motivations réelles. Est-ce que c'est un coup de tête? Est-ce que c'est un coup de folie? Qu'en est-il de son environnement familial, de son équilibre? Pourquoi? Parce qu'en dehors de ça, on a bien conscience qu'à partir du moment où une jeune fille devient star du X, elle devient star, les projecteurs sont sur elle, et c'est sur la pellicule, c'est sur les magazines, et c'est à vie, et donc exposé à vie. Et ça, d'autant plus avec le web. Voilà, et donc que ça soit par morale personnelle, ou que ce soit même juste par protection de l'entreprise, on a envie d'avoir des choses carrées, des choses saines, et on n'a pas envie de se retrouver avec une actrice qui, un an après, regretterait amèrement ce qu'elle a fait, vous dirait qu'elle a été forcée, qu'elle savait pas, que truc, que machin, etc. Et donc, pour deux aspects qui sont déjà notre morale propre et juste la bonne marge de notre entreprise, on se doit d'être hyper carré et double verrouiller tout ça. On va terminer sur une question qui m'est suggérée par le dossier de presse, c'est le porno participatif, puisqu'on est dans une émission participative. Ça marche, ça a un avenir, ça, le fait de dire aux internautes, cofinancez le film, mettez 10 euros, 15 My euros, Major Q. 100 euros, My Major Q, My Major X en fait. Non, c'est mydorsel.com. mydorsel.com. Allez, on finit là-dessus. Écoutez, on a lancé, très présent sur tous les réseaux participatifs, on a lancé ce qu'on appelle un site de crowdfunding. Le but du jeu, c'était effectivement d'être en lien direct avec tous nos fans, avec tous les réseaux sociaux, et de les laisser participer avec nous à la production d'un film. Donc c'est les participer financièrement, mais c'est surtout ensuite participer à l'écriture du film, participer à son développement, participer à sa réalisation et participer à toute la fabrication du film. Ça marche? C'était un succès énorme. Vous allez recommencer? Je pense qu'on va recommencer en 72 heures. On a eu 1000 coproducteurs et c'est le plus gros succès international en matière de crowdfunding. Surprenant. Natacha, dernière Juste question. une question sur l'innovation, puisque vous êtes en pointe sur l'innovation. Quelles seront les tendances du futur? C'est la 3D, Alors, c'est les mondes virtuels, Les tendances futures. Alors aujourd'hui, c'est pas le futur parce que pour nous, ça fait déjà un an que ça existe. C'est la 3D. En ce moment, on est à fond dans la 3D. On a lancé les premières plateformes 3D mondiales. Grégory Dorcel, vous étiez en 2D, mais c'est déjà bien suffisant ce soir. Merci beaucoup. On vous entendait. Il fait de grosses blagues, Jonathan. Merci à ceux qui vous ont interrogé, à Natacha Kester-Séméon du site Mémoire Vive, à notre ami Jonathan Boucher-Petersen d'Europe 1 Soir. Je suis fatigué, c'est la fin de la journée. Je rappelle que si vous avez loupé tout partie de cette émission avec Grégory Dorcel, vous la retrouverez sur Dailymotion, sur europe1.fr dans quelques heures. Petit stream entre amis est terminé. On se retrouve la semaine prochaine à 20h45. Merci à tous. Ciao.